L'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France habituée à disposer de tout au Niger. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris. Aucun Français, même un simple écoulement de la Rhine, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passés au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif improvisé. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur suppôt. Donc nous sommes conscients de ça, mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. C'est une interview explosive. Plus que ça, cette interview est une archive historique. Le général Tchiani révèle une très grande quantité d'informations et dit qu'il s'est beaucoup retenu de dévoiler plus largement des secrets ou encore des infos importantes. Son objectif était de faire comprendre au peuple du Niger, de l'AES, de l'Afrique et à tous les peuples noirs à travers le monde les dangers auxquels nous sommes confrontés, qui sont nos ennemis, quelles sont ces méthodes et pourquoi c'est important de se mobiliser pour s'en débarrasser définitivement. On traite les peuples africains comme étant des républiques bananières qui ne méritent que du mépris. Et quand on veut sortir de cette léthargie, tout le monde occidental se mobilise ses ressources pour nous maintenir dans cet état d'humiliation, avec la complicité active des dirigeants et d'autres leaders africains. Ces mêmes personnes qui sont prêtes à trahir tout le monde tant qu'eux mangent à leur faim, tant qu'eux ne subissent pas la violence de ce système, tant qu'eux ont un certain nombre de privilèges. L'interview dure 2 heures et même en faisant des résumés, il y a beaucoup de points pertinents que j'ai dû couper. Donc, si vous pouvez, allez voir la version intégrale sur RTN Niger, Radio-Télévision du Niger. De mon côté, je vais faire 4 vidéos qui traitent de ce sujet. Et dans cette première intervention, il parle de comment est-ce que le monde perçoit les Africains enchaînés, mais aussi de comment est-ce que le monde perçoit les Africains qui veulent se libérer. Il raconte comment est-ce que la France dévaluait l'uranium du Niger. Déjà, dites-vous que la France disait que l'uranium avait la même valeur que de l'argile. Ça allait jusque-là. C'est un très grand mépris de prendre ainsi les gens pour des idiots. Vous verrez à quel point la situation est grave et pourquoi c'est important de soutenir l'AES. Ayons d'abord une pensée particulière envers nos forces de défense et de sécurité qui consentent le sacrifice ultime pour garder notre pays libéré, notre pays indépendant désormais. Soyons compatissants envers nos frères civils, victimes également du terrorisme au même titre que nos forces de défense et de sécurité. Le Niger a osé pour la première fois depuis le 26 juillet 2023 dire qu'il assume pleinement la sécurité de son territoire. Malheureusement, l'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. La France habituée à disposer de tout au Niger. La France habituée à disposer des ressources humaines et naturelles au Niger à sa guise, à travers des accords que nous savons tous les conditions dans lesquelles nos dirigeants passés étaient contraints de les signer. L'Occident, malheureusement, continue à regarder le Niger et au-delà du Niger, l'Afrique entière sous le prisme de 1800 à 1960 pour certains, pour d'autres un peu plus tôt, 1958, 48. Ce prisme, c'est un prisme de mépris, de non-droit, où la puissance coloniale pense qu'elle a
un droit de vie ou de mort sur le peuple colonisé. Le Niger a passé par plusieurs étapes, notamment avec la mission que nous appelons de reconnaissance en termes militaires, que les autres appellent naïvement des explorateurs, des ethnologues, de ceci, de cela. Et ça a commencé par Mango Park en 1805, qui traverse le Niger et qui va trouver la mort, si vous vous rappelez, à Boussa en février 1806. Après lui, c'est des Anglais. Tous ceux-ci sont des envoyés précurseurs. Ils ont répertorié les peuples africains, ils ont répertorié nos coutumes et à travers ça, ils ont construit un cahier de route qui va servir de base à la colonisation de l'Afrique, en tout cas pour ce qui concerne le Niger. Des femmes et des enfants pendus, courts, vivants et pendus de sorte à rester en vie au moment où ils se faisaient dévorer par des hyènes. C'est ce que nous avons connu ici au Niger. Et c'est le prisme sous lequel la France a continué à nous considérer jusqu'au 25 juillet 2023. Je dis bien le 25 juillet parce que à partir du 26 juillet, les choses vont changer. C'est vrai que dès qu'on dit qu'on a fait souffrir des femmes et des enfants, ça émeut beaucoup plus que quand on dit qu'on a fait souffrir des hommes. Maintenant, je vous laisse imaginer un instant. Si on laissait dévorer des femmes et des enfants vivants, qu'est-ce qu'on faisait des hommes? Et je précise que les hommes méritent autant de vivre que les femmes et les enfants. Les hommes, au choix, veulent aussi vivre tranquillement, heureux et sans être torturés. La violence indescriptible que nous avons subie en tant qu'humanité ne doit et ne peut pas être oubliée. Et c'est le moment de nous battre. Hommes, femmes, enfants. Vous avez vu, nos ennemis n'épargnent personne. Pour la France, avant le 26 juillet, aucun Nigérien n'a de droit. La nation nigérienne, c'est une république, il faut le dire, considérée comme une république bananière qui ne mérite autre chose que le mépris, où les ressources, puisque nous sommes des bananes, nous ne connaissons pas l'intérêt ni l'importance économique de nos ressources. Où notre uranium était considéré avoir moins de valeur que de l'argile. Vous vous rappelez l'argile. Où notre uranium rapportait à notre PIB moins de devises que le violet de Galmi. Le violet de Galmi, c'est de l'oignon. C'est juste une variété d'oignon qui pousse au Niger. Et l'oignon, un truc que l'on peut trouver partout, ça ne manque même pas en Afrique, rapportait plus à l'économie du Niger que l'exploitation de l'uranium. C'est-à-dire un truc aussi stratégique qui permet de fournir de l'énergie à l'ensemble de l'Europe. Toute l'Europe se procurait de l'uranium au Niger pour alimenter leurs centrales nucléaires. Toute l'Europe. Une fois de plus, vous réalisez jusqu'où ça va. Et après, la France dit à ses médias qu'ils achètent l'uranium du Niger. Et c'est comme ça qu'ils mentent à leur population, qui viennent répéter aussi ces mensonges-là et ces bêtises-là sur les réseaux sociaux. Quand ils ont été chassés, ils ont commencé à crier dans leurs médias que c'est simplement 15% de l'uranium du Niger qu'ils utilisent, non? En plus qu'ils le faisaient par charité, qu'ils le faisaient, voilà, par amitié. Donc ils n'en ont pas besoin en réalité. Mais on a vu comment est-ce qu'en 3 mois, Orano a perdu 400 millions de dollars. Et comment est-ce qu'ils sont en train de s'agiter un peu de partout. On a vu à quel point ce n'était pas utile. On voit les délestages qui ont commencé en France. Donc non seulement ils volaient, prenaient gratuitement les ressources naturelles du Niger, mais pire, ils mentaient sur le pays et faisaient des déclarations humiliantes. Malgré tout, il y a des dirigeants africains qui continuent à aveuglément suivre leurs ordres, pensant peut-être qu'ils seront mieux traités. Je ris doucement. L'impérialisme n'est l'ami de personne. Demandons à Blaise Compaoré si ce qu'il a fait en valait la peine, avec toutes les conséquences que cela a entraîné. C'est cette situation à laquelle nous avons dit stop qui a créé, je ne dirais pas le mot parce qu'aucun mot ne sera aussi fort pour qualifier la réaction de Macron et de ses sbires français et nigériens, bien sûr. Où on nous a prédit le ciel qui tombera sur notre tête. Où on nous a prédit un pays qui va s'effondrer en moins de 2 semaines. Où on nous a prédit un pays qui, s'il tient tout au plus, c'est 1 mois.
où on nous a prédit un pays qui ne peut survivre sans l'aide humanitaire, sans la bienveillance de la France. C'est ce que nous avons démenti et nous sommes au regret de constater que la logique suivie par la France est accompagnée par les autres pays de l'Union européenne qui ne prennent pas de distance pour analyser les faits et rétablir la justice. Mais nous sommes déterminés et c'est en ce sens que notre armée, nos forces de défense et de sécurité monteront en puissance pour prouver que notre sécurité est de notre responsabilité. Et cette responsabilité, c'est un devoir envers le peuple nigérien et nous l'assumerons en toute responsabilité. Aucun Français, même un simple écoulement de la narine, n'a perdu sa vie pendant les 12 ou 13 ans qu'ils ont passés au Niger. Même un seul vélo de l'armée française n'a sauté sur un engin explosif improvisé. Mais comment saurait-il en être autrement, puisque c'est eux-mêmes qui les enterrent avec leur suppôt. Donc nous sommes conscients de ça et nous sommes conscients de nos responsabilités. Nous allons tout faire pour que nos forces de défense et de sécurité soient en mesure d'assumer cette responsabilité en toute dignité et en toute souveraineté. Nous avons recruté plus de 25 000 hommes. Les 25 000 hommes levés, ou pour certains en voie de levée, notamment pour ce qui concerne la force de protection et de développement, il fallait mettre un minimum de moyens matériels à leur disposition. Et pour ce faire, ce que nous avons dépensé, c'est plus de 150 milliards de francs CFA pour équiper, d'une part, et payer les arriérés que nous avons trouvés sur du matériel que le régime déchu avait pris à crédit, je le dis et je le répète, et que nous sommes par devoir et par continuité de la République, nous sommes amenés à effacer les ardoises. Et nous l'avons fait, mais sachez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile dans un pays où, tenez-vous bien, les simples Toyota sont interdites d'être vendus au Niger. Et ça, c'est la France, accompagnée par certaines puissances occidentales, qui ont demandé expressément de ne pas vendre au Niger une aiguille qui puisse tirer sur un terroriste. Et ce sont ces mêmes pays qui viennent nous parler de droit, de légitimité, de protection. Et tout ce tapage que vous voyez s'inscrit dans ce sens. Nous avons également mis l'accent sur la formation, parce que nous savons que pour un soldat, l'entraînement épargne le sang. Monsieur le Président, il me semble que vous posez une nuance entre le terrorisme au Sahel d'avant et d'après la prise du pouvoir par le CNSP. Qu'en est-il réellement? Est-ce à dire qu'il y a un changement d'acteurs, de moyens et de stratégie des terroristes? Mais il n'y a pas que moi qui dis qu'il y a un changement. Tout Nigérien constate ce à quoi nous faisons face. Avant le 26 juillet, le terrorisme et les autorités nigériennes formaient une seule personne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes sur le territoire national, vous suivez les interventions des uns et des autres. Tout à fait. Et vous savez ce qui avait cours avant le 26 juillet 2023. Des terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président déchu avait lui-même officiellement, à Mahatma Gandhi, le centre de conférence, annoncé qu'il est ami aux terroristes. Il a reçu plusieurs fois des terroristes au palais présidentiel. Il a libéré des terroristes, mais nous savons qu'ils ont fait plus que ça. Référez-vous à la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, M.
Hamosouley, oui. à Abala Filengue, vous comprendrez qu'ils ont fait plus que ça. C'est lui-même qui l'a dit. Ils ont fait plus que ça, mais malheureusement, les terroristes de leur côté, selon lui, n'ont pas respecté leurs engagements. Quels sont ces engagements? On n'est jamais sorti pour dire au peuple nigérien, voilà les engagements que nous avons honorés vis-à-vis des terroristes. Nous savons quels sont ces engagements-là qui ont été honorés vis-à-vis des terroristes, et ce n'est pas une surprise. Parce que ces autorités agissaient sous l'injonction de la France. Cette même France, je le dis et je le répète, qui finance le terrorisme au Sahel. Cette même France qui, à l'heure où je vous parle, a déversé plusieurs milliards de francs CFA dans le lit du lac Tchad, entre les mains de Boko Haram, El Bakoura, de l'État islamique dans les provinces de l'Afrique de l'Ouest, aux ordres d'un certain Abou Moussa al-Barnawi, au niveau de Sokoto, au Nigeria, de Sokoto, Zamfara, Kebbi, à l'intérieur du Bénin et dans la région de Tamou, Torodi et un peu plus loin. Les milliards de dollars qui sont en possession de ces mouvements terroristes et de leurs sponsors locaux, bien sûr, dépassent tout ce que vous pouvez imaginer être disponible dans les réserves et de l'Afrique centrale, qui utilise le CFA, bien sûr, et de l'Union monétaire ouest-africaine. Les terroristes possèdent suffisamment de financement puisque le CFA est fabriqué par la France. Et la France a le soutien de l'Union européenne de fabriquer autant de CFA qu'elle veut, tant que ce n'est pas les euros ou les dollars. Les CFA, quel est le pays africain qui fabrique les CFA? Qui a la planche à billets? C'est la France. Donc, c'est pour vous dire, le financement dont bénéficient ces mouvements terroristes est un changement majeur entre ce qui s'est passé au temps du régime déchu et ce qui se passe depuis le 26 juillet 2023. En plus du financement, il y a l'acquisition du matériel. Il y a des centres d'instruction des terroristes dans un pays de l'Afrique centrale. Il y a des centres d'instruction des terroristes au sein de côté Bénin par les forces spéciales françaises qui sont à Porga. Vous marchez 315 degrés sur 2 km, tout au plus, vous tomberez sur leur position à partir de Porga, que ce soit dans le Pendjari. Et les autorités du Nigeria sont au courant. Au Nigeria, je le dis pour que ça ne donne sujet à aucune interprétation possible, Ahmed Aboubakar, qui a été remplacé récemment en août, était le point focal pour la formation, l'acquisition, le financement du terrorisme, l'acquisition du matériel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à répondre à la question, la commande de plus de 100 drones qu'ils ont lancés à travers un autre national, plus de 100 drones en Chine, les types DJ, Matrix, Temal, zoom 1200 à 1500 mètres, portée 15 à 30 km, selon le signal. Il n'a qu'à répondre où sont ces matériels, ce n'est pas au profit. Et c'est des matériels, des drones option militaire avec vision nocturne. Ce matériel a été distribué à des terroristes qui sont dans le Sokoto, le Zamfara, le Kebbi, des terroristes qui sont dans le en collaboration avec les forces spéciales françaises, des terroristes qui sont dans notre zone du Gourma et certainement au Burkina et plus loin au Mali puisque nous avons suivi la répartition et c'est
individus n'ont qu'à répondre à leur peuple de la destination de ce matériel commandé que nous sommes prêts à prouver si besoin est. Mais je vous ai cité leur nom pour que personne ne pense que ce que nous disons, c'est juste pour nous dérober de nos responsabilités. Nous ne sommes pas habitués à nous dérober de nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités. Donc ces terroristes actuellement bénéficient de soutien de la part de la France, avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Parce qu'il suffit qu'ils disent à la France d'arrêter, je suis sûr que la France va arrêter. Mais puisqu'ils sont complices et que le Niger mérite une correction, il faut bien sûr encadrer les terroristes pour que, en fin de compte, le Niger tombe et qu'on prouve au monde, à l'Afrique et aux Nigériens en particulier, que nous ne sommes pas dignes de toute autodétermination, nous ne sommes pas dignes de nous assumer et que nous sommes que des incapables. C'est essentiel d'analyser les mécanismes par lesquels les Occidentaux, en particulier les membres des pays de l'Union européenne, soutiennent directement ou indirectement la politique néocoloniale française en Afrique. D'abord, nous avons le soutien économique et financier. Les pays occidentaux, via des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, imposent des programmes d'ajustement structurel aux pays africains. Je dis bien imposent. Ils ne proposent rien, ils imposent. Ces programmes favorisent la privation et la dérégulation, ouvrent donc les marchés africains aux entreprises françaises et occidentales en règle générale. Cela maintient une dépendance économique qui profite à la France et tous ses alliés. On a aussi le franc CFA, ce bout de papier sans aucune valeur qui reste sous contrôle français. Les réserves des pays qui l'utilisent sont sous obligation de déposer dans les banques françaises tout leur cash. Tous, absolument tout. Cette structure monétaire est soutenue tacitement par l'Union européenne, qui voit même de son côté un moyen de contrôler la région au profit de ses intérêts économiques. La France peut imprimer en quantité illimitée le franc CFA et financer ce qu'il veut avec en Afrique. Ça ne leur coûte absolument rien. Et au cours de l'interview du général Tchiani, vous allez écouter comment il va le confirmer. En second point, on a les alliances diplomatiques. Les autres membres de l'Union européenne soutiennent la France dans ses politiques africaines, peu importe ce que la France fait en Afrique. Et ils le font parce qu'ils ont des accords. Tout ce que la France vole en Afrique est partagé entre eux là-bas. La France n'est que le visage du néocolonialisme. Sinon, le vrai problème, c'est l'intégralité du monde occidental, sans aucune exception. D'ailleurs, la France bénéficie souvent de la coopération militaire avec les États-Unis via Africom ou encore avec l'OTAN. C'est juste un autre moyen de préserver leurs propres intérêts stratégiques. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, des coalitions internationales dirigées par la France, comme l'opération Barkhane, bénéficient de financement et de soutien tactique des pays occidentaux. Et on sait très bien à quoi a servi l'opération Barkhane. Ce n'était pas pour chasser le terrorisme, c'était pour venir avec et l'implanter. Et maintenant, lorsqu'ils implantent les terreaux, ils font quand même des trucs pour sécuriser les ressources stratégiques, comme l'uranium du Niger, toujours qu'ils disent que ça a la même valeur que l'argile là. Et ils ne sécurisent pas ça pour le Niger, non, bien sûr que non. Ils le font pour les entreprises occidentales. Les grands médias, de leur côté, tous, sans exception, tous les grands médias de l'Union européenne et du monde occidental participent à légitimer l'action de la France en Afrique. Parce qu'ils présentent les relations de la France avec les Africains comme étant des partenariats ou encore des aides au développement. Ils adorent ça. On va les aider. Tu refuses l'aide, ils insistent. Je vais t'aider. Donc, toute leur implication contribue à masquer la réalité néocoloniale. Les pays occidentaux évitent de critiquer les actions de la France. Ils sont très soignés à ce niveau. Et ils ne le font pas parce que ça pourrait déstabiliser leurs propres relations économiques et stratégiques. Par exemple, l'Allemagne, bien qu'influente dans l'Union européenne, je crois que c'est même la première économie de l'Union européenne, soutient la France dans ses politiques africaines parce qu'elle veut préserver ses avantages sur certains produits. Les États-Unis, de leur côté, ont une approche collaborative avec Paris, surtout dans les régions comme le Sahel, parce que ce sont des points stratégiques. Donc, on a là en résumé la France qui s'appuie sur un réseau complexe de soutien économique, diplomatique, militaire et culturel pour maintenir son influence en Afrique. Les autres pays occidentaux, par opportunisme, par convergence d'intérêts, participent activement à ce système, ce qui permet au néocolonialisme de survivre. Et cela rend donc
tous les pays occidentaux coupables. Absolument tous. La France seule n'aurait jamais les moyens de faire ce qu'elle fait en Afrique. C'est parce qu'ils sont tous complices. Et vous avez même entendu, à chaque fois qu'ils parlent de l'Afrique, ils parlent de faire intervenir leurs alliés occidentaux. Donc retenons ça. Ils sont tous responsables et travaillent tous ensemble pour nuire en Afrique. Voilà, dans le prochain épisode, le général Tchiani va entrer en détail sur les techniques de déstabilisation utilisées avec toutes les stratégies mises en œuvre pour détruire l'AES et remettre à la tête de ces pays des dirigeants pro-français. À partir d'ici déjà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis et votre point de vue par rapport à tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.